Expulsion d'urgence vers l'Espagne d'un membre de l'ETA réfugié au Pays Basque français. D'après le ministère de l'Intérieur, il préparait des attentats terroristes. C'est officiel, ce soir, le débat qui devait avoir lieu lundi entre majorité et opposition à la télévision en réponse à la communication de M. Chirac n'aura pas lieu. Sur 6 participants, il n'en restait plus que 2. Premières images superbes et émouvantes d'un paquebot mythique, le Titanic, disparu en mer en 1912. Aujourd'hui, samedi 19 juillet 1986, cela fait 484 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 423 jours pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 133 jours pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, nos amis d'Antenne 2, et 73 jours pour Camille Sontag. Il reste 7 Français détenus en otage au Liban. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les premières images du Titanic, l'immense paquebot qui a coulé par 4000 mètres de fond une nuit du printemps 1912, sont donc d'une qualité exceptionnelle. Le Titanic était réputé pour être insubmersible. La fête à bord a été brisée par un iceberg géant. Le Titanic nourrissait les rêves des explorateurs et c'est un sous-marin robot d'une expédition américaine qui a rapporté ces images. Jean-Marc Idouz. C'étaient les dernières images du géant. Une Angleterre en fièvre saluait son premier départ pour le Nouveau Monde. Depuis, seul son fantôme hantait les mémoires depuis ce 12 avril 1912, le jour où... 74 ans plus tard, voici le SS Titanic. C'est ici, par 4000 mètres de fond, à 900 km au sud-est de Terre-Neuve, qu'il coula à pic avec ses 1512 passagers, millionnaires britanniques ou émigrés irlandais. Encore tout son brillant, ce cuivre astiqué depuis des lustres par les courants marins. Mais partout ailleurs sur le pont, la rouille a fait fondre en stalactites les superstructures de fer. Ici, la caméra robot s'élève vers le pont promenade. Sa progression va déclencher un éboulement de rouille. Up through the promenade, looking into the promenade windows and rising up to the deck above. An overhead lifeboat davit with its block as we disturb these rust sickles and they fall down like a rain of iron. Ce n'est qu'après le largage de ce bathyscaphe et son appontage que la caméra robot Jason Jr. peut, au bout de son cordon ombilical, aller musarder dans l'épave. Mais les millions de dollars dépensés par la marine américaine ne permettront pas à Jason Jr. de voir, comme sur cette maquette, l'escalier d'honneur qui dominait la salle de bal. La mer en a rongé le bois. Sous ce lustre de cristal encore presque intact, la fête n'aura duré qu'un instant, le temps d'une première et dernière traversée. Un Basque espagnol, membre présumé de l'ETA, vient d'être expulsé vers l'Espagne. Il est aujourd'hui à Madrid, après avoir été arrêté la nuit dernière au Pays Basque français. La procédure d'urgence absolue utilisée par le ministère de l'Intérieur est justifiée, je cite le communiqué officiel, par le fait que Varona Lopez, c'est son nom, se préparait à commettre des attentats terroristes. Éric Tréguier. C'est la nuit dernière que les policiers de la police de l'air et des frontières ont interpellé José López Varona, alias Chema, un membre présumé de l'ETA militaire, l'organisation séparatiste basque. Il a aussitôt été expulsé vers l'Espagne pour être interrogé dès son arrivée à Madrid par la police espagnole. José López Varona serait un membre présumé du commando Madrid de l'ETA militaire, auquel la police attribue une série d'attentats récents. 4 assassinats de militaires et de responsables de l'administration espagnole et surtout l'attentat contre un quart de garde civile en plein centre de Madrid lundi dernier, un attentat qui a fait 10 morts. Mais ce n'est pas la première fois que la France accepte un transfert vers l'Espagne, dernier transfert entre les deux pays, septembre 84, date à laquelle 3 réfugiés basques avaient été extradés vers Madrid. Procédure très rapide, Marcel Tria, a fortiori si cet homme est impliqué dans l'attentat de Madrid dont le bilan est maintenant de 10 victimes. Alors, l'ordonnance de novembre 1945, utilisée ici, permet au ministre de l'Intérieur de décider l'expulsion immédiate d'un étranger dont la présence sur le sol français constitue une menace pour la sécurité intérieure.
D'après la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, Varona Lopez se préparait, je cite, à commettre des attentats terroristes sur le territoire français. Si cela se confirme, la procédure d'urgence absolue était bien applicable. Mais c'est surprenant, l'ETA militaire n'a jamais commis d'attentat en France, qu'elle utilisait plutôt comme une base arrière. Autre surprise, Varona Lopez n'a pas été expulsée, comme d'autres Basques espagnols, vers un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, mais livrée directement à la police espagnole. Sa carte de séjour avait pourtant été renouvelée le 11 juillet dernier. Varona Lopez, dit-on, appartiendrait au commando Madrid, auteur présumé de nombreux attentats en Espagne, dont celui de lundi dernier. Cela reste à prouver, mais si c'est le cas, il aurait dû être extradé, comme l'ont été ses 3 camarades en septembre 1984. Ce qui exige d'abord la diffusion d'un mandat d'arrêt international lancé par l'Espagne, ensuite l'avis d'une chambre d'accusation, puis celui du garde des Sceaux, enfin la décision ultime du président de la République. En choisissant une procédure plus expéditive, le ministre de l'Intérieur confirme sa volonté de collaborer avec les autres pays européens dans la lutte contre le terrorisme. Mais il pose à nouveau, avec éclat, le grave problème du droit d'asile en France. Les téléspectateurs français, les téléspectateurs d'Antenne 2 et de TF1 seront privés lundi soir d'un débat politique de 45 minutes. Débat prévu par la loi en réplique à la communication du Premier ministre, M. Chirac. Débat annulé ce soir, c'est maintenant officiel, par la haute autorité. Explication de Jean-Louis de Seine. Acte 1, pour répondre à François Mitterrand, qui le 14 juillet s'était fait interviewer par Yves Mourouzi, Jacques Chirac décide de se servir mercredi dernier d'une procédure officielle et solennelle, la communication du gouvernement. Acte 2, conformément à la loi, le lendemain soir, même lieu, TF1 et Antenne de 20h, même durée 12 minutes, les groupes d'opposition à l'Assemblée utilisent leur droit de réplique. Acte 3, dans la semaine, toujours selon la loi, doit être organisé un débat de 45 minutes entre 6 représentants des partis politiques, 3 pour la majorité, en l'occurrence messieurs Toubon, Le Canuet et Fourcade, 3 pour l'opposition parlementaire, messieurs Bérégovoy, Laurent et Le Pen. Eh bien, le scénario ne comportera que 2 actes, car le débat était prévu pour lundi 20h30 sur TF1 et Antenne 2. Or, hier soir, les socialistes se récusent. On attend le débat à l'Assemblée, disent-ils, pour se battre contre le projet sur les dénationalisations. Dans la foulée, RPR et UDF renoncent eux aussi, tout en accusant le PS de se dérober. Qui restait-il? Le Parti communiste et le Front national. Même de bord opposé, 2 représentants de l'opposition parlementaire, personne de la majorité. Le débat ne pouvait donc pas avoir lieu, faute de débatteurs. Moralité, la loi montre aujourd'hui ses propres limites. Progression de 4 points de la cote de popularité de M. Mitterrand, selon un sondage de l'IFOP publié demain par le journal du dimanche. 59% de Français interrogés sont satisfaits contre 55% le mois dernier. Toujours selon l'IFOP, le chef de l'État dépasse ses meilleurs scores de 81 et de 82. Le Premier ministre, M. Chirac, gagne 2 points avec 48% de satisfaits contre 46 lors d'un sondage précédent, et c'est également sa meilleure cote. Le Premier ministre, M. Chirac, a rencontré hier l'ancien président de la République, M. Giscard d'Estaing, pour un tour d'horizon des problèmes politiques du moment. Le travail a repris à l'AFP après 4 jours de grève. Les syndicats et la direction sont tombés d'accord. La négociation a été longue. Il n'y aura pas de licenciement à l'agence d'ici avril 1987. Les 3 jeunes gens qui avaient piraté un ordinateur à l'école polytechnique ne sont pas des criminels, mais des étudiants qui voulaient tester leurs propres connaissances. C'étaient de simples touristes informatiques. La délégation du Lesotho, pays africain, ne participera pas aux Jeux du Commonwealth qui vont s'ouvrir à Édimbourg la semaine prochaine. Et c'est le 15e pays à prendre cette décision, alors que ces jeux sportifs et rituels sont le symbole du rassemblement autour du drapeau britannique. Mme Thatcher, pourtant, ne veut pas céder aux pressions qui lui demandent de prendre des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. De Londres, Alain Cancès. 16 pays ont d'ores et déjà décidé de boycotter les Jeux du Commonwealth, et d'autres vont certainement suivre. En tout état de cause, il y aura très peu d'athlètes noirs ou de couleur présents sur les stades d'Édimbourg. Ce boycott met Mme Thatcher dans une situation très difficile et pourrait provoquer en Angleterre une véritable crise politique. Pour dénouer la situation, il faudrait que Mme Thatcher accepte de s'engager formellement à prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. Or, tout en gardant officiellement le silence, le Premier ministre britannique a laissé entendre qu'elle n'avait nullement l'intention de changer d'attitude. Mme Thatcher est pourtant soumise à de très fortes pressions. Le boycott des Jeux confirme la possibilité réelle, à brève échéance, d'un éclatement du Commonwealth.
Du coup, la reine Elisabeth, chef du Commonwealth, sortant de sa réserve traditionnelle, a laissé filtrer certaines indiscrétions faisant état de son inquiétude et de son mécontentement. Un fait exceptionnel dans la vie politique britannique. De plus, le président Reagan, qui jusqu'à présent avait adopté la même attitude que Mme Thatcher, pourrait prochainement, pour des raisons de politique intérieure américaine, modifier sa politique et accepter certaines sanctions. Enfin, la mission Bons Offices de Sir Geoffrey Howe, le ministre britannique des Affaires étrangères, auprès du gouvernement de Pretoria, mission menée au nom de l'Europe, n'a jusqu'à présent rien donné. Et certains pays européens vont de nouveau réclamer des sanctions. En réalité, Mme Thatcher joue un dangereux qui tout double. Son ministre des Affaires étrangères, Sir Geoffrey Howe, sera la semaine prochaine en Afrique du Sud pour y rencontrer le président Botha. Si les Sud-Africains acceptent de faire un geste, la libération de Nelson Mandela par exemple, Mme Thatcher pourra dire que sa politique donne des résultats. Si à l'inverse, les Sud-Africains refusent toujours toute concession, Mme Thatcher aura bien du mal à justifier et à maintenir son attitude. La France est favorable à des sanctions économiques contre Pretoria. Le ministre des Affaires étrangères, M. Raymond, l'a confirmé, si le régime de l'apartheid n'est pas aboli en Afrique du Sud. Quant au président américain Reagan, il n'a pas l'intention, pour l'instant, de modifier la politique américaine envers le pays de l'apartheid. 4 victimes dans un attentat à Beyrouth, 4 employés chrétiens de l'université américaine. Les passagers étaient à bord d'un autobus dans la partie ouest de la capitale du Liban. Des hommes armés, embusqués dans une voiture, ont ouvert le feu à coups de fusil mitrailleur avant de s'enfuir. Le prix du pétrole sur le marché mondial devrait encore baisser. Après la réunion à la fin du mois de juillet des pays exportateurs de pétrole à Genève, les prix vont baisser parce que l'Arabie saoudite a augmenté sa production plus que prévu, ce qui ne va sans doute pas améliorer l'ambiance de la prochaine réunion de l'OPEP. Rapport officiel soviétique sur la catastrophe de Tchernobyl, un rapport qui fait état de 28 morts, d'erreurs humaines et d'une cascade de sanctions. 4 victimes près de Perpignan dans l'accident d'un DC-6 qui s'est écrasé au sol. L'appareil participait à une mission de lutte contre des incendies à la frontière espagnole. C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, mais ce soir il s'agit de pot de yaourt. Un fabricant français, un fabricant de yaourt, fait la grève de la faim depuis 1 mois à Alençon. Cela fait plus de 10 ans qu'il se bat avec l'administration pour que son produit, un yaourt surgelé, se vende sous l'appellation de yaourt. On lui dit qu'il n'en a pas le droit. Reportage de Gilles Boulot et de Jean Cornu. Objet du litige, ces pots de yaourt surgelés. Pour avoir enfin le droit de les commercialiser, leur fabricant Hubert Segault achève ce soir son 32e jour de grève de la faim. Depuis 1 mois, il vit dans la cabine de son semi-remorque sur la place du palais de justice d'Alençon. Une ultime démarche après 11 ans de bataille administrative et 5 procès. Je veux simplement que la législation française s'applique à mon problème et non pas qu'on essaye de la modifier pour couler mon entreprise. C'est ce qu'on essaye de faire d'une manière très maladroite puisqu'à chaque fois qu'on est poursuivi, nous sommes toujours relaxés. Relaxés mais pas épargnés. Faute de capitaux, les bâtiments restent inachevés. Entre 2 actions en justice, Hubert Segault a bien du mal à faire tourner son entreprise. Il produit en 1 jour ce que les grandes laiteries produisent en 1 heure à peine. Pourtant, ce qui sort de cette usine familiale n'a pas d'équivalent en France. Pour surgeler le yaourt, pas de véritable secret, encore moins de brevet, juste un tour de main, 6 mois d'expérience, de tâtonnement qui aboutissent en 1975. Le yaourt surgelé, puis décongelé, ne présente aucune différence de goût avec le yaourt frais. Le créneau est alors tout trouvé, l'exportation vers l'Afrique, les pays chauds, mais Hubert Segault se sent harcelé. Contre lui, la répression des fraudes, le ministère de l'Agriculture et même les gros industriels. Nos prix de revient sont excessivement bas au point de vue transport. Je vous donnerai un ordre d'idée. Actuellement, nous sommes à 1,70 € à peu près dans tous les continents du monde, alors que les yaourts français qui vont par avion dans ces mêmes pays-là arrivent à un prix de 5 francs à 5 francs 50. Donc il fallait nous étouffer tout de suite et c'est ce qu'on a essayé de faire. Nous n'avons eu aucunement l'intention de nuire à cette société. Bien au contraire, comme je vous l'ai indiqué, nous avons cherché avec le dirigeant de la société diverses solutions qui soient encore une fois compatibles avec la réglementation. Réglementation complexe. Un exemple. Tous les fabricants français utilisent des ferments lactiques congelés. Cela, c'est légal. Mais surgeler un yaourt en cours d'élaboration, c'est interdit. Le Conseil d'État, ultime arbitre du conflit, tranchera avant la fin de l'année, avant le dégel. Le Tour de France cycliste abordait aujourd'hui les Alpes avec la 16e étape disputée entre Nîmes et Gap. C'est un jeune Français, Jean-François Bernard, qui a animé la course pour gagner, seul, détaché. C'est son premier Tour de France
Et Jean-François Bernard a pris 3 minutes d'avance sur ses poursuivants, alors que le peloton a terminé à plus de 8 minutes. Demain, ce sera la grande montagne avec les cols de Vars et le col de l'Izoard. Mais ce qui alimente les conversations sur le Tour depuis quelques jours, c'est la rivalité entre Bernard Hinault et Greg LeMond, les deux équipiers de la vie claire. Le vainqueur d'aujourd'hui fait d'ailleurs partie de la même équipe, dont le patron est Bernard Tapie. La rivalité entre vos deux leaders est-elle excessive, Monsieur Tapie? Ah bah elle est tout à fait logique dans la mesure où depuis le départ on sait que tous les deux sont animés du même désir, qui est bien compréhensible d'ailleurs, c'est de gagner le Tour de France. Alors c'est difficile à gérer parce que deux champions qui ont deux caractères, qui ont deux morphologies et deux ambitions identiques font forcément qu'il y a rivalité. Mais enfin l'essentiel c'est que la première équipe qui suit la vie claire est à 1 heure au classement général, ce qui fait que cette rivalité s'avère quand même être une bonne chose. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur Tapie, que la cohabitation finalement ça n'est pas si facile que cela à vélo? D'abord c'est nouveau, vous savez qu'en général une équipe a un leader et une équipe à son service. Il n'y a qu'en Formule 1 qu'on admet l'idée que deux champions peuvent être à la fois dans la même équipe et à la fois les mêmes ambitions. Alors je crois que comme c'est nouveau effectivement, ça alerte un peu l'opinion publique et puis je compte sur les relais d'opinion pour essayer de mettre de temps en temps encore un peu plus d'huile sur un feu qui en fait n'existait pas il y a encore 24 heures. Non mais attendez, Monsieur Tapie, ne dites pas ça parce qu'on a entendu Greg LeMond, l'équipier américain de Bernard Hinault, dire... s'exprimer devant les caméras de la télévision, et ce qu'il dit, vous allez l'entendre, n'est pas pour calmer le jeu, justement. Écoutez Greg LeMond. Perdu pour nous, c'est ce qui va arriver. Je ne sais pas si je peux continuer cette course, je pense que ce soir nous devons tout mettre sur la table. Alors, Monsieur Tapie, querelle ou pas, ça doit être quand même assez inconfortable. Je ne vois pas d'incompatibilité entre ce que je vous ai dit et ce que vient de dire Greg. Hein, Greg a dit, il faut qu'on mette tout sur la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il y a une étape importante. La force de Bernard Hinault, c'est incontestablement de partir de loin, parce qu'il ne gagnera pas dans le dernier col. La force de Greg LeMond, c'est de faire travailler les autres grimpeurs derrière Hinault. Par conséquent, leur intérêt est lié, et je pense que le meilleur gagnera, car c'est le terrain qui déterminera quel est le plus fort des deux. Et celui qui a une position assez inconfortable, au fond, ça peut être Paul Koechli, le directeur de l'équipe, parce que M. Lévitan dit que M. Koechli ne s'occupe pas assez de Hinault. C'est une réalité, ça aussi, Bernard Tapie. Je ne sais pas où M. Lévitan a été chercher ça. D'abord, ce n'est pas son rôle d'affirmer des choses pareilles. Deuxièmement, moi qui vis avec eux, je peux vous dire que franchement, il a un petit faible plus pour Hinault que pour LeMond. Sur le plan affectif, bien sûr. Et sur le plan sportif, c'est le meilleur qui gagnera. Et vous-même, Bernard Tapie, vous avez un petit faible pour l'un des deux champions, Bien sûr, j'ai pas un petit faible, j'ai un gros faible pour Bernard Hinault. Parce que je l'aime, parce qu'il est français, parce que ça me ferait plaisir qu'il gagne un 6e Tour de France, alors que Greg a encore le temps. Mais on a accepté l'idée. L'année dernière, Greg s'est sacrifié pour Bernard. Cette année, on a promis à Greg qui serait co-leader et qui ferait son tour pour le gagner. Et on a comme objectif que le meilleur gagne. Et je suis sûr que c'est le meilleur qui gagnera. Bernard Tapie, encore une chose. Si Greg LeMond gagnait ce Tour de France, ça serait quand même pas mal pour vous, parce que c'est Bernard Tapie qui s'installe un peu sur le marché américain, non? Je vais vous décevoir, parce que sachez que Bernard Hinault est beaucoup plus connu que Greg LeMond aux États-Unis. Par conséquent, ça serait mieux pour nous sur le marché américain si c'était Hinault qui gagnait. Bernard Tapie, merci d'être resté avec nous. Merci de ces précisions, en tout cas. Le Tour de France féminin aussi, avec la victoire de la Française Jeannie Longo, dans un contre-la-montre de 29 km, mais l'Italienne Canins garde le maillot jaune. Qualification de la France pour le prochain tour de la Coupe Davis de tennis. Les Français ont remporté le double, et hier, Henri Lecomte et Guy Forget avaient remporté les 2 premiers simples contre leurs adversaires bulgares. Grand Prix de France de moto, demain dimanche, sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Rivalité franco-américaine, là encore, en 500 cm3, Saron et Roche contre Lawson et Mamola. Et un absent, l'autre grand champion américain, Freddie Spencer, blessé au poignet droit. Reportage, Marc Maisonneuve, Roger Motte. Pour le Grand Prix de France, on annonce la venue de Freddie Spencer, double champion du monde 85 en 250 et 500. Déception, sa blessure n'est pas guérie. Mais quand pourra-t-il recourir vraiment? Je pense recourir à Misano. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats. En tête du championnat du monde, le dauphin de Freddie Spencer a réussi une jolie performance cet après-midi. Dans les dernières minutes de l'ultime séance d'essai, Eddie Lawson décroche la pole position. Christian Saron, numéro 3, qui a devant son public à cœur de racheter une saison malchanceuse, a perdu le meilleur temps de très peu. Mais spécialiste des départs ratés, il n'a pas cherché à forcer son talent. Bon, avant
avant même de partir pour cette 4e et dernière séance d'essai, je m'étais dit, je ne vais absolument pas chercher à améliorer mes temps. Je pense que j'étais capable d'aller un peu plus vite, mais j'ai pas voulu, disons, en prendre le risque. Pourquoi? Parce qu'une chute au dernier moment, bon, ça peut toujours se produire, et je crois que ça aurait été finalement beaucoup plus grave pour moi de chuter en essayant d'avoir la pole position, plutôt que de rétrograder d'une place ou deux. Raymond Roche, l'autre Français à disposer d'une moto d'usine, réussit le 4e temps. Randy Mamola, avec sa hargne habituelle, fait le 3e temps. Demain, il y aura donc 2 Français sur la première ligne du Grand Prix de France. Chacun, au guidon d'une moto d'usine, peut croire en ses chances et espérer damer le pion au pilote américain. Le festival de jazz d'Antibes-Juan-les-Pins commence aujourd'hui même. Antenne 2 en retransmettra des extraits à partir de demain soir. Parmi les invités, le trompettiste Jimmy Owens, qui était l'une des coqueluches d'une autre grande parade du jazz, celle de Nice. Reportage, Jean-Jacques Dufour, Franck-José Bérébi. Un Américain à Paris, quand il s'appelle Jimmy Owens, ça mérite une oreille attentive, surtout si on aime le jazz. En 30 ans de carrière, ce musicien de 42 ans a joué avec la plupart des pointures, Duke Ellington, Charlie Mingus, etc. Je suis né à New York. J'ai commencé à jouer parce que mon père écoutait les disques de tous les grands de l'époque. Et je crois que le son est resté dans mes oreilles. Ce son, voilà comment il le restitue avec son bugle ou sa trompette, des instruments avec lesquels il s'affirme comme l'un des meilleurs. Je pense que l'on doit tous se souvenir, qui que l'on soit, que le jazz est le battement de cœur du monde. On ne peut pas vivre sans. Ces pulsations, Jimmy Owens les traduit dans un style personnel, même s'il emprunte à toutes les formes de jazz. Une musique qui est, selon lui, l'expression même de la liberté. Toujours à propos des spectacles de l'été, on peut dire que le Festival d'Avignon, au tiers de son parcours, est davantage littéraire que théâtral. 2 grandes dames font cette année l'événement à Avignon, Nathalie Sarraute et Maria Cazares. L'une écrit, l'autre joue. 4 textes sont présentés sur scène, en plein air. 3 d'entre eux sont interprétés par Maria Cazares, qui est une habituée du Festival d'Avignon. Elle y participe depuis 32 ans. Pascal Deschamps, Dan Loustalot. Mon nom est Maria Cazares. Ma patrie, c'est le théâtre. J'ai connu en scène plus de triomphes, d'échecs ou de plaisirs que l'on ne pourrait en accumuler dans la plus riche des existences. C'est ainsi que commence le livre de souvenirs de Maria Cazares, résidente privilégiée en Avignon depuis 1954. Elle prêtait alors ses 32 printemps à la terrible Lady Macbeth. C'est bien l'odeur du sang. Elle dure. Tous les parfums de l'Arabie ne rendraient pas plus pure cette petite main. 1954, le festival avait le goût et la couleur du TNP et un maître, Jean Villard, qui dirigeait la Cazares pour la première fois. C'était la reine pour lui, la reine qu'elle avait jouée dans les pièces qu'il avait dirigées, et je crois qu'elle continuait d'être pour lui. Plusieurs fois, il m'a dit la reine, en parlant d'elle. J'ai senti... Depuis, la grande dame d'Avignon a laissé sa couronne pour relever d'autres défis. Tenez, cette année, jouer Nathalie Sarraute en plein air. Et alors? Bah alors, vous aviez tort. Tiens. Vous croyez? Si je le crois, mais j'en suis sûr, archi tort. Tout ce que nous disions, c'en était ridicule, tellement c'est évident. Je ne trouve pas. Vous ne trouvez pas? Vous ne voyez pas que ça gagne les yeux? Tout ce qu'on oppose à ça, c'est du brouillard. De la bouillie pour les chats. Ne vous énervez pas comme ça. C'est très très difficile, surtout l'après-midi, enfin à la fin de l'après-midi, de faire passer des lectures de textes, de ces textes-là qui sont, en fin de compte, essayer d'inviter les personnes qui viennent
à suivre le texte, mais c'est une sorte de boyau qu'on prend comme ça et qui devient étroit et qui devient et les faire suivre avec nous ce boyau, cette sorte de boyau jusqu'au bout. À quoi peut bien penser Maria Cazares entre deux répétitions? À la pièce idéale, celle que rêvent de jouer tous les comédiens? J'ai pas de rêve. Non. Si on me la propose, j'aime, oui, mais je n'ai pas de rêve de jeu. J'ai été trop gâté. Le résultat du tiercé d'aujourd'hui, vous devez noter que Lionel Ovadia avait donné la combinaison gagnante, 6, As et 7 dans ses pronostics hier soir. Bravo Lionel. Voici les rapports de cette combinaison, 1037 francs 50 pour 5 francs dans l'ordre et 207 francs 50 toujours pour 5 francs dans un ordre différent. Voici maintenant les pronostics pour la course du tiercé de demain dimanche, Maison Lafitte, 15 partants et toujours Lionel Ovadia. C'est dans le prix de Strasbourg, un handicap sur 2100 mètres corde à gauche, que sera disputé ce tiercé de Maison Lafitte. Un tiercé très ouvert qui réunit 15 partantes où les juments de 3 ans rencontrent leurs aînés. Jacques de Chevigny, l'entraîneur de Talita, le numéro 7, a raison d'être confiant pour sa jument car elle est extrêmement régulière. Du fait de sa régularité, cette pouliche se trouve plus chargée que beaucoup de ses petites camarades qui, elles, ont déjà gagné. Cette pouliche est Médène. Elle a eu la bravoure et l'honnêteté de vouloir bien se classer dans des courses Médène, ce qui lui vaut, malheureusement pour elle, un poids difficile à porter. Cela dit, je pense que, étant donné sa forme actuelle et également la forme de son jockey Cash Asmussen, ça lui donne une chance quand même. On est obligé de la voir à l'arrivée dans cette course si tout va bien. Bien, je la vois, voyons-la ensemble. Talita, le numéro 7, sera ma favorite. Je lui oppose le 6, Chiaril, le 13, Rosamé, le 2, Kenola, le 9, Danubia, l'As, Samouraché, le 15, Dagobert's Fiasco et le 10, Brislam, ce qui donne la formule 7, 6, 13, 2, 9, As, 15 et 10. Il fait beau sur la France, mais avant de voir les prévisions de la météo en détail, voici des images singulières. Cela se passe dans le Minnesota, aux États-Unis. Il s'agit d'une tornade et elle a quand même quelque chose d'inquiétant. This is spectacular. This is spectacular. We have to breathe thousands of feet in the air. Spectaculaire en effet. Le commentateur de CBS n'en croit pas ses yeux. Il assiste à bord d'un hélicoptère à une tornade qui, vue d'en haut, paraît encore plus impressionnante. Cela se passe à Anoka County, dans le Minnesota. La tornade, tel un aspirateur géant, dévaste tout dans un sillon de 100 à 200 mètres, ce qui explique bien sûr sa violence. Arbres et maisons sont véritablement happés et déchiquetés en 1000 morceaux. La violence de ce mini-cyclone provoque aussi des courts-circuits dans toute la région et elle se trouve ainsi privée en quelques secondes d'électricité. Mais les dégâts matériels n'enlèvent en tout cas rien à la beauté naturelle de ce phénomène. Pour la météo, chez nous, c'est quand même plus tranquille. Le temps du week-end avec Alain Chauffour. En effet, Bernard, le Minnesota, c'est loin. Pour demain, nuages, oui, les nuages reviennent. Ils reviennent du nord, du nord-ouest. Alors, regardez la photo satellite prise aujourd'hui plutôt, vers midi et demi heure TU, ce qui fait 14h30 heure actuelle. Alors, regardez bien. Toute la partie nord du pays était couverte de nuages, mais pour demain, ces nuages vont s'évacuer, laissant place à d'autres perturbations qui arrivent, vous voyez, de l'ouest de l'Angleterre et du sud de l'Irlande. Ces nuages vont couvrir la partie nord, la partie de la Manche, du nord et de la Picardie dans la matinée et deviendront plus abondants dans l'après-midi. Vous voyez que ça arrive, ça va arriver cette nuit pour arriver dans la matinée. On regarde la carte du temps prévu pour demain, vous allez le voir. Donc pour demain matin, vous aurez des passages nuageux commençant à être un petit peu abondants, mais qui vont être de plus en plus importants dans l'après-midi. Cela commencera donc dans le nord, touchera également les côtes de la Manche, le Cotentin, pour arriver sur le nord du bassin parisien, sur la Champagne, les Ardennes et puis aussi également l'Alsace-Lorraine sur l'est. Il y a même des risques de bruine et de pluie pour l'après-midi, pour la fin de la soirée. Également à préciser les orages qui touchaient ces derniers temps la Côte d'Azur et la Corse. Et bien ces orages vont s'en aller vers l'Italie petit à petit. Et puis des nuages qui arrivent aussi un petit peu, qui vont toucher le littoral atlantique, un petit peu également la vallée de la Loire, mais ce sont des passages nuageux avec quand même de
très très belles éclaircies. Partout ailleurs, c'est-à-dire sur le centre, sur l'Anse-Roussillon, c'est encore du très beau soleil. Je vous rassure, ces petits nuages sont passagers. Le soleil est donc encore là pour demain. La tramontane et le Mistral toujours présents, mais le Mistral faiblira en fin d'après-midi. Les températures pour demain, elles regrimpent, mais timidement, vraiment timidement, de 19 à Cherbourg jusqu'à 24 à Strasbourg, ça c'est pour la partie nord, 23 à Paris, 22 à Reims. Pour la partie sud, on retrouve des températures quand même de saison, avec 27 à Toulouse et avec le maximum, c'est 30 à Perpignan. Enfin, l'agenda pour demain, nous serons le dimanche 20 juillet. Le soleil se lèvera à 6h10 et se couchera à 21h43. Et je souhaite une bonne fête à toutes les marinas. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre attention. Dernier rendez-vous avec la rédaction autour de 23h45. Vous retrouverez Jean-Claude Alanic. Excellente soirée sur Antenne 2.